Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre. Et le livre de ce mois que je vous propose est un livre d'Alain Badiou qui s'appelle Éloge de l'amour, qui a été publié chez Flammarion dans la collection Café Voltaire. Et en fait, ce n'est pas une sorte d'essai d'Alain Badiou, mais plutôt un entretien qu'il a avec un monsieur qui s'appelle Nicolas Truong, qui est journaliste au Monde, je crois. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce qu'il à sa lecture, il m'a frappé, interrogé, interpellé, bouleversé parfois. Et je me suis dit qu'on ne s'interroge pas tellement sur l'amour. Alors, quand on le vit, on ne s'interroge pas trop sur ce que nous vivons. On prend les plaisirs et les extases du moment. Et quand on n'est plus amoureux ou quand on a subi un désamour, eh bien, on supporte la souffrance, le déchirement. Et avant de l'être, on y aspire. Et donc, mais à quoi? En fait, la question c'est à quoi on aspire? Qu'est-ce que c'est que cette expérience, finalement, de l'amour? Et j'ai l'impression que Badiou nous éclaire. Il articule son livre en 6 chapitres, on va dire, avec des thèmes à chaque fois bien définis pour avoir une approche par plusieurs biais, j'allais dire, de l'amour. Et donc on va faire un peu comme lui, on va regarder ce qu'il y a dans ces chapitres. Alors je ne vous garantis pas que je vais faire une restitution exhaustive de l'ensemble de ces propos, mais je vais surtout parler de ce qui m'a frappé, moi en tous les cas, qui m'a fait réfléchir. Et si ça m'a fait réfléchir, j'ai tendance à imaginer que ça pourrait vous faire réfléchir aussi. Et donc le premier chapitre qu'il aborde, il a intitulé « L'amour menacé ». Alors pour ce faire, il a été regarder en fait ce que c'était que les pratiques de l'amour aujourd'hui. Et donc il a été sur des sites de rencontres, sur Internet, pour regarder comment on attirait le chaland, si je puis dire. Et il a noté trois phrases qui pour lui sont significatives, et vous le verrez, elles le sont, qui permettent de mieux comprendre ce que c'est que l'amour aujourd'hui, l'amour contemporain, en tous les cas la pratique de l'amour aujourd'hui. Donc ces 3 phrases sont les suivantes, je vais vous les lire. La première, c'est « Ayez l'amour sans le hasard ». Là, on les commentera après. La deuxième, on peut être amoureux sans tomber amoureux. Et la troisième, vous pouvez être amoureux sans souffrir. Je voudrais juste reprendre ces phrases et nous interroger sur ce que ça dit. D'abord, là, ayez l'amour sans le hasard, il y a une sorte comment dire, comment on pourra appeler finalement un sentiment ou une rencontre avec un autre qui ne fait pas appel au hasard. Peut-être c'est une sorte de fiabilité, je ne sais pas. Et puis comment pourrait se construire un sentiment sans le hasard? Donc c'est très curieux l'idée de l'absence de hasard. Alors on voit bien pourquoi il dit ça dans ce site de rencontre. C'est parce que effectivement vous avez 250 000 critères, alors j'exagère évidemment, mais vous avez un certain nombre de critères qui fait que vous allez chercher le bon produit pour la bonne demande et la bonne exigence en fait. Deuxième phrase, on peut être amoureux sans tomber amoureux. Donc on évitera les chutes de cette façon. Parce qu'apparemment tomber amoureux, c'est... d'abord on tombe amoureux, puis après on tombe enceinte pour les femmes. Donc c'est intéressant de tomber. Donc il y aurait une chute dans l'amour, et donc le site dit qu'il n'y aura pas de chute. Et puis la troisième phrase, c'est on peut être amoureux sans souffrir. Voyez là quelque chose, alors je vais faire une analogie évidemment un peu radicale, un peu brutale, probablement un peu réduite, mais peu importe, c'est pour le jeu. Si vous achetez une voiture, eh bien la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez regarder les caractéristiques techniques de la voiture. C'est ce qu'on fait quand on ne laisse pas l'amour au hasard, on regarde les caractéristiques techniques de l'être potentiellement à aimer. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est effectivement, on ne tombera pas amoureux, c'est-à-dire on va regarder les assurances et les garanties qui nous permettront d'abord d'obtenir une grande fiabilité selon la marque, sa réputation, etc. Mais aussi, en cas de détresse, d'avoir une assurance qui fait qu'on ne sera pas privé de l'objet.
Après, on s'intéressera aussi aux, comment dire, aux articles du contrat, j'allais dire, aux éléments du contrat qui feront contrat, qui exécutent comme on l'exécute, ce contrat, quels sont les manquements et quelles sont les responsabilités dans le manquement, enfin bref, un contrat, quoi. Et puis, il y aura après probablement un autre contrat qui sera le contrat d'entretien, comment ça peut durer, ces choses-là. Je fais donc pas très peu de différence entre ce qui est annoncé par Mythique et ce que n'importe quel consommateur fait comme acte d'achat à partir du moment où l'achat commence à être un peu important. Donc on achète un peu de l'amour, en tous les cas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'achetant cet amour, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, dans les critères qu'on va sélectionner, on va au moins faire de la reproduction sociale, et au pire entre guillemets, ça dépend évidemment du point de vue duquel on se place, mais on va probablement acheter de l'identique. Et nous verrons qu'en fait, l'amour, ce n'est pas l'expérience de l'identique. Alors, on pourrait dire que finalement, on fait de l'amour sans risque. Alors, vous ne voyez pas aucune connotation de protection et de connotation de protection dans l'acte sexuel, c'est l'amour sans risque. C'est-à-dire, il ne m'arrivera rien dans cet amour-là. Il ne m'arrive à rien, pas de souffrance, pas de chute, pas de hasard, pas de choses qui vont me surprendre, parce que je n'aime pas être surpris, donc j'ai fait un bon achat. Et il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter, en fait, à cet amour sans risque, c'est donc un achat ou un sentiment que j'appellerais sécuritaire. C'est-à-dire qu'on fait un achat pour notre sécurité. Et je trouve que c'est très dans l'ambiance du temps, puisque si vous regardez un peu le nombre de phrases qui commencent, alors que vous entendiez ça à la radio, que vous lisiez ça sur les panneaux dans le métro, dans le train, que vous soyez justement dans les annonces qu'on vous fait dans les transports en commun, eh bien, les phrases commencent pour la plupart, pardon, par pour votre sécurité, virgule, et vous êtes filmé, voilà. Et pour votre sécurité, il faut dégarer vos bagages, vous mettre une étiquette à vos bagages, etc. Vous ne comprenez pas toujours pourquoi, mais c'est pour votre sécurité. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour votre sécurité, vous choisirez plutôt tel critère que tel autre, et on vous garantit, etc. etc. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc l'amour est devenu sécuritaire, ambiance du temps, me semble-t-il. La deuxième chose aussi, et on l'a dit en fait dans les critères demandés par les sites de rencontres, qui fait que ça ne fera pas appel au hasard, il n'y aura aucune chute possible, et pour le dernier critère, c'était on ne souffrira pas. Eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on évitera ainsi l'expérience de l'altérité. Et ça me paraît être un deuxième phénomène intéressant qui est plus global, dans le fond, le refus de l'expérience de l'altérité qui me paraît nous bouffer nos sociétés aujourd'hui, en tous les cas qui les malmène, puisque l'altérité devient suspecte. Et donc, je pense que l'amour aujourd'hui est menacé, pour reprendre un éloge à Badiou, l'amour est menacé pour ces raisons-là. Le deuxième chapitre aborde les philosophes et l'amour. Alors évidemment, en tant que philosophe, il a eu du mal à échapper à cet exercice. Alors il donne les deux positions extrêmes de philosophes. La première, c'est Schopenhauer et tous ceux qui lui ressemblent, qui sont des philosophes anti-amour. Schopenhauer particulièrement, il est anti-amour, parce que pour lui, c'est la reproduction de l'espèce humaine, et que la reproduction de l'espèce humaine l'espèce humaine n'a aucune valeur. Donc vraiment, s'il fallait représenter perpétuer plutôt une espèce qui n'a pas de valeur, l'amour est néfaste pour ces raisons-là. Et puis, des philosophies qui sont, j'allais dire, Béat, et notamment Kierkegaard, qui dit qu'en fait l'amour est l'expérience existentielle suprême. Et puis le troisième, on ne pouvait pas l'éviter non plus, mais Badiou aime bien Platon, et Platon dit, en fait, on apprend par l'expérimentation de la différence, et vous verrez qu'en fait, la structure de ce que dit Badiou se base sur ce discours platonicien, en tous les cas cette vision platonicienne. Donc qu'est-ce que serait l'amour sans risque tel qu'on l'a défini au premier chapitre, Alain Badiou l'a défini au prochain chapitre, ce serait le contraire de l'amour qui fait confiance au hasard, en fait. Et pour ceux qui ont vécu des expériences amoureuses, et je le souhaite à tous ceux qui me regardent en tous les cas, eh bien, il faut avoir une sacrée confiance dans le hasard, et prendre de hasard ce qu'il va nous donner pour le transformer en quelque chose, en fait. Il aborde aussi la partie dans l'amour qui paraît prédominante, en tous les cas, qui est souvent montrée comme ça, et qui est, il y a plein d'émissions aujourd'hui, plein de revues aujourd'hui, qui fait pour faire durer l'amour, il faut faire durer le plaisir, et donc ça tourne autour du sexe.
Et là, il s'est inspiré de Lacan, et Lacan disait que les rapports sexuels n'existent pas. Alors pourquoi Lacan disait que le rapport sexuel n'existe pas? Il dit parce que le sexe ne conjoint pas. Et pourquoi? Parce que c'est chacun sa jouissance. C'est pas parce qu'elle est synchrone pour les plus habiles qu'elle n'est pas une sorte de retour vers soi, le corps de l'autre étant utilisé, même pour son plaisir, mais c'est bien son plaisir dont il s'agit. Donc il n'y a pas d'expérience commune à ce moment-là, puisque chacun retourne chez soi dans ses sensations, dans son corps, et que ce n'est pas partageable. L'expérience orgasmique, si elle est menée au bout, ou l'expérience de la caresse et du frisson, c'est difficilement partageable, et ça nous ramène à nous-mêmes. Donc, ce que dit Lacan, repris par Badiou, c'est que l'amour sexuel, le sexe, sépare. Et nous sommes finalement, c'est pour ça que le rapport sexuel n'existe pas, parce que nous sommes finalement en rapport qu'avec nous-mêmes. Alors que l'amour, c'est le rapport avec l'être de l'autre. L'être de l'autre, ce qui n'est pas exclusivement le frottement. Et l'être ne se découvre pas exclusivement par le frottement. Et puis en plus, il rappelle quand même que le sexe est fétichiste, hein, il s'adresse à des objets, donc les objets étant des objets corporels, mais des objets quand même, des seins, des fesses, des verges, bref, des choses qui nous font probablement monter le désir, alors que l'amour, selon Badiou, ne s'adresse qu'à l'être, et l'être dans tout ce qu'il est. Donc, vous voyez que la différence entre le sexe et le sexe, oui, pas le rapport sexuel, pour ne pas me mettre en faute par rapport à Lacan, mais entre le sexe et l'amour, c'est que le sexe s'adresse à des objets et que l'amour s'adresse à l'être, et que c'est une sacrée différence. Et en plus, donc, le sexe sépare. Alors, est-ce que Badiou en tire une conclusion en disant ne faites plus l'amour, mais vivez l'amour, ou je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire, je n'ai pas été brillant ça par contre. Non, il ne donne aucun conseil évidemment. Mais peut-être que le sachant, nous savons comment utiliser le sexe, beaucoup plus, peut-être. Peut-être. Et que ce sexe-là, le sexe est certainement très utile pour enrichir l'amour, sachant que le sexe sépare. Alors il s'est quand même livré à une sorte de synthèse en fait des approches philosophiques de la pensée en général sur l'amour, et il en a détecté trois. La première, c'est tous les discours qui se consacrent à la rencontre, et il y a des romans entiers qui se consacrent à l'extase de la rencontre, si bien que l'amour ne démarre jamais en fait. Ce n'est que la rencontre qui est décrite, ce qui est insuffisant. Évidemment, c'est donc l'approche romantique plutôt. Il y a une approche contemporaine, donc on l'a vu ensemble, l'amour est un contrat, point. Je pense qu'on ne peut pas faire plus de commentaires que ça. Et puis après, vous avez l'approche sceptique, on va dire ça comme ça, qui est que l'amour est une illusion. Et Badiou n'est pas satisfait, parce que c'est pas qu'une illusion, pour ceux qui sont amoureux, ils le savent. Ce n'est pas qu'un contrat, même si ça finit pour certains d'entre vous faisant amer, et qu'il y a quand même quelque chose qu'on signe. Et ce n'est pas qu'une rencontre, puisque une rencontre ne débute rien. Restant une rencontre, ne débute rien. Et Badiou a une approche, moi je trouve très intéressante, et il a une approche par une question, et la question je vous la livre parce que je l'ai notée, et qu'elle me paraît très importante. Et la question est la suivante: qu'est-ce que c'est que le monde, dès lors qu'on l'expérimente à partir de deux et non pas de l'un? Qu'est-ce que c'est que le monde, dès lors que l'on expérimente à partir de deux et non pas de l'un? Et donc, si vous voulez, ce que dit Badiou, c'est que l'amour est une expérience du monde à partir de la différence et non pas à partir de l'identique. Et vous avez compris, il reprend plus ou moins ce que disait Platon, et moi je trouve que ça c'est fondamental. Ce n'est pas qu'un sentiment, en fait. Alors il y a un sentiment, de la même contributif, j'allais dire, de la même façon que le sexe est probablement contributif. Mais il y a quelque chose de plus existentiel que ça. C'est une expérience. Et c'est une expérience du deux par rapport à l'un, de la différence par rapport à l'identique. Et je trouve que ça, c'est fondamental. Et peut-être que ça nous permettrait peut-être de mieux comprendre, quelquefois, comment nous pouvons échouer en amour. C'est parce que nous avons oublié que c'était une expérience à deux. Et quand les deux ne font plus qu'un, quelqu'un disait oui, mais lequel? Troisième chapitre.
la construction amoureuse. C'est très intéressant aussi chez Badiou, parce qu'il pense qu'il y a une rencontre, on le voit chez les romantiques, extatique pour les romantiques en tous les cas, mais cette rencontre est l'événement, j'allais dire, déclencheur, initial, et que ça se construit. Alors ça se construit, et donc c'est dans ce temps qu'on apprendra les surprises de l'amour, en fait. Donc évidemment, l'amour, ça c'est une confrontation. On a vu que c'était une expérience de la différence, une expérience du monde à partir de la différence. Et donc c'est évidemment des confrontations entre deux représentations au moins. Et c'est ce qui fait les surprises. Il y a deux figures en fait, il y a deux figures et deux représentations. Et c'est ce qui fait la surprise. Et donc j'ai noté une phrase qui m'a paru très intéressante. L'amour est une aventure obstinée et donc une construction. Et j'aime beaucoup cette idée d'obstination, en fait. Il y a quelque chose dans ce que nous dit Badiou qui serait la lutte contre le renoncement. Quand deux figures s'assemblent, elles se confrontent, évidemment. Elles s'affrontent parfois. La question n'est plus dans le rapport de force, puisque dans un affrontement, j'allais dire, dont le moteur est le rapport de force, alors il y aura un gagnant et un perdant, voire un vainqueur et un vaincu. Là, l'obstination consisterait à ce qu'il n'y ait pas ce combat-là, et qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu, mais une sorte de transcendance de la différence, sans nier la différence, mais en créant quelque chose de supplémentaire, et d'ailleurs, à ce point que, pour Badiou, l'amour permet de réinventer la vie. C'est une réinvention de la vie, en fait. Donc, je trouve que, comment dire, il y a quelque chose dans l'expérimentation à deux qui me paraît fondamental pour comprendre ce que nous vivons quand nous sommes amoureux et que nous vivons avec quelqu'un. Et que probablement, peut-être en tous les cas, c'est cette expérience-là que nous menons pas bien parce que nous n'en sommes pas conscients, en fait. Il ne s'agit pas, alors je vais le dire un peu trivialement, mais il ne s'agit pas d'obtenir des accords l'un envers l'autre qui mettraient fin à l'expérience. Je pense que c'est une expérience qui n'a pas d'accord, qui se structure sur des désaccords, mais sur des complémentarités, le dit-on, mais ça c'est évidemment plutôt impensif, mais aussi sur quelque chose que je puise en l'autre que je n'ai pas moi, et inversement. Peut-être, alors certains diront oui, mais alors si c'est plutôt du vampirisme, je vais chercher chez l'autre ce que j'ai pas, mais je peux chercher son regard, par exemple. Qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas, cet autre? Badiou fait une différence entre l'amitié et l'amour, et il l'a fait de façon assez simple, dans le fond, et j'ai été séduit par ça. Il dit que l'amour n'a pas à faire de preuves corporelles. L'amitié n'a pas à faire de preuves corporelles. Pour le dire autrement, l'amour, c'est la cérémonie des corps, l'amitié, ça n'est pas la cérémonie des corps. C'est une poignée de main, une embrassade, c'est de la tendresse dans les gestes, c'est de l'écoute, c'est de l'amitié, quoi. Hein. Je ne vais pas ici dire ce que c'est que l'amitié, puisque quand c'est vécu, on le sait mieux. Mais l'amour, c'est les corps qui sont nus. C'est une intimité qui est dévoilée. C'est-à-dire, je suis à la merci du regard, je suis à la merci du hasard, en fait, donc, du regard de l'autre. Et donc c'est très différent, vous voyez, entre l'amour et l'amitié. 4e chapitre maintenant, il parle de la vérité de l'amour, c'est-à-dire, vous allez voir ce que ça veut dire. Donc c'est la vérité d'être deux, donc ça se décline d'abord par aimer, puis aimer, puis aimer la vérité, c'est-à-dire exposer en fait cet amour-là, le rendre réel, le planter, le vivre, l'incarner. Il a une chose qui me paraît intéressante, et c'est une phrase que j'ai notée telle quelle. Dire je t'aime, c'est passer de l'événement qu'est la rencontre au commencement d'une construction de vérité. Dire je t'aime, c'est passer de l'événement qu'est la rencontre au commencement d'une construction de vérité. Et il le dit autrement plus loin, il dit que c'est le passage du hasard au destin. En d'autres termes, dire je t'aime, c'est fixer le hasard.
Et donc dans cette fixation, il y a quelque chose que nous allons construire. Donc on va faire du hasard quelque chose. En fait, quand je dis je t'aime, je dis aussi je fais du hasard quelque chose. Et puis, quand on dit je t'aime pour toujours, bien souvent c'est inclus. Alors, on fixe le hasard dans l'éternité. Et la construction consiste à inscrire cette éternité dans le temps. Je pense que j'ai été clair, mais si je ne l'ai pas été, faites-moi quelques commentaires et je serai plus. En fait, en d'autres termes, pour les dire autrement, la rencontre est faite du hasard. Dans ce hasard, parce que je t'aime, je fixe quelque chose, et je passe du hasard au destin. Et ce destin, je le veux éternel, mais le temps étant ce qu'il est, je vais inscrire ce destin dans une éternité que j'inscris elle-même dans le temps, pour le dire autrement. Donc en fait, je vais inscrire cet amour dans le temps. Le je t'aime dans le temps. Et je crois que il n'y a pas de... Comment dire? Je crois que ça fait référence à quelque chose dans notre vie, en fait. Soit l'amour est au centre de notre vie et tout en est la conséquence, soit l'amour fait partie d'un des rayons de la roue de la vie, et dans ce cas-là, autre chose est référence, et que l'amour est une conséquence. Donc quand je dis que je fixe le hasard et que j'inscris le hasard, l'éternité dans le temps, je dis, et quand je transforme le hasard en destin, je dis, je mets au centre de ma vie l'amour, et tout ce qui est autour en découle. Et les actions en découlent, mes paroles en découlent, mes visions professionnelles, mes projets professionnels en découlent. On devrait faire attention à ça. Regardez dans nos expériences le nombre de fois où on a échoué parce que ce qui était au centre n'était pas l'amour, mais autre chose. On y avait mis là. Parce que ça paraissait plus important à ce moment-là. L'amour étant une sorte de décor arrangé dans un appartement F3 en haut d'une tour, avec la berline allemande noire garée au sous-sol. Peut-être qu'on a fait une erreur là, pour ceux qui ont eu cette expérience. Et puis, vous pouvez pas non plus, vous connaissez Badiou, j'imagine, donc il a écrit pas mal de livres sur la politique, et il a fait un chapitre sur l'amour et la politique. J'ai pas retenu grand-chose pour tout vous dire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont frappé, parce que le connaissant un peu, mais il y a deux questions qui m'ont intéressé pour aborder cette question de l'amour et de la politique. Il dit en politique, la question est de quoi les individus sont-ils capables dès lors qu'ils se rassemblent et qu'ils pensent. En d'autres termes, on parle de la puissance, là, d'un collectif, pour déterminer un destin. En amour, la question est la même. De quoi ces deux individus sont-ils capables quant à leurs différences, c'est-à-dire pour expérimenter le monde avec leurs différences. Dans la deuxième question, c'est la même chose, c'est une question de puissance. Et donc, la question en politique comme en amour, dit-il, c'est toujours la même. De quoi le collectif est-il capable? Donc, quelle est la puissance du collectif? Et en fait, il a, dans cette rencontre, dans ces assemblages, dans ces arrangements, que ce soit des arrangements collectifs ou des arrangements de couple, eh bien, on fait émerger quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et donc, toute la question, c'est la question de la puissance qu'on exprime. Et l'amour, comme la politique, est une puissance qu'on exprime. La puissance est collective quand il s'agit de la politique, et la puissance est en binôme quand il s'agit de l'amour. Le 6e chapitre aborde la question de l'amour et de l'art. Alors il y voit quelque chose de l'appareil, il fait quelques analogies entre l'amour et l'art, puisque il emploie une expression très intéressante, il dit que l'amour ça troue l'existence, c'est-à-dire que ça crée un domaine qui n'est plus le domaine du social classique, ou de l'habitude sociale, ou de la conformité sociale. Et d'ailleurs il montre que dans la représentation de l'amour dans l'art pictural par exemple, les amoureux sont associés. On dit d'ailleurs que les amoureux sont seuls au monde, c'est-à-dire qu'ils sont asociaux. J'ai dit associés, je crois, tout à l'heure. Asociaux. Et en fait, parce que la proposition de l'amour, en tous les cas, l'expérience de l'amour est une expérience de la différence,
Et la différence, c'est évidemment pas dans la conformité sociale qu'on la trouvera. Et le fait même on est porteur de l'expérimentation de la différence quand on expérimente l'amour, alors on est hors du monde, un petit peu, en tous les cas à côté. Et dit-il, l'art a souvent peint ou dépeint ça. Il a une deuxième chose dans l'art, il s'est inspiré, enfin pas inspiré, il a rappelé ce qu'était un texte de Beckett que je ne connaissais pas. Ce texte de Beckett s'appelle AC, A2SEZ, et je l'ai trouvé particulièrement intéressant dans la description qu'il en fait. Je ne l'ai pas lu, hein, ce texte, puisqu'il s'agit d'un récit de l'amour, mais de vieilles personnes. Et donc c'est un récit de la durée, bien sûr, mais c'est aussi un récit des astres des corps. C'est aussi un récit de la monotonie. C'est aussi un récit de la difficulté ou de la vigueur du sexe, qui est de moins en moins vigoureux. Et je trouve que c'est une... Alors ça pourrait être désespérant, comme je viens de le dire, peut-être, mais le temps passe, et l'amour peut devenir ça. Mais la question n'est pas ça. La question, c'est que l'amour, ça crée de l'obstination, en fait. Et que cette obstination crée de la puissance. On en parlait juste dans le chapitre précédent à propos de la politique. Ça crée de la puissance. Il fait une analogie avec le théâtre, pour être plus complet en fait. Il connaît bien le théâtre, je crois qu'il a été dans une troupe d'ailleurs. Et il raconte, vous savez, ces pièces de théâtre qui se créent. Et puis, alors il y a un ensemble d'équipes, et même une équipe en totalité, entre éclairagistes, décors, voilà, acteurs, metteurs en scène, costumiers et costumières, bref, le son, bref, toutes ces personnes-là font une équipe, et puis quand les représentations sont terminées, quand la dernière a lieu, eh bien, les gens se séparent. Alors vous savez comment on se sépare, un peu comme pendant les vacances, quand on rencontre des gens en vacances, ou sur un lieu, oui, donne-moi ton numéro de téléphone, j'appellerai, je t'appellerai, etc. Et dit que d'ailleurs ça fait partie de la vie du théâtre, la séparation. En amour, dit-il, et ce serait peut-être une définition que je reprendrai pour l'amour, et peut-être celle qui m'a le plus frappé, et celle que je retiendrai en fait. En amour, c'est une lutte contre la séparation. L'amour, c'est une lutte contre la séparation. C'est une lutte contre le renoncement, peut-être. Et puis, dernière analogie avec le théâtre, pour que l'amour soit puissant, parce que c'est une puissance, pour que cette puissance se révèle dans le temps, eh bien, il faut faire comme au théâtre, il faut répéter. Vous savez, le fameux metteur en scène qui fera répéter les comédiens jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits du jeu. Eh bien, en amour, c'est la même chose, et vous connaissez des phrases qui sont « dis-moi encore que tu m'aimes », et si jamais vous le faites, la phrase qui viendra en suivant, ce sera « dis-le-moi mieux que ça ». L'amour, ça se répète, en fait. C'est une sorte de rituel dans la déclaration. Parce que c'est celle-là qui incarne le sentiment. Parce que sinon, il serait sous-entendu. Et les choses sous-entendues n'existent pas. Il a une conclusion dans tous les livres, souvent dans les livres en tous les cas. J'ai noté deux idées principales dans sa conclusion, qui vont reprendre un peu ce que je viens de dire, donc vous ne serez pas surpris. Et la première conclusion qu'il fait, c'est que dans l'amour, on fait confiance à la différence, au lieu de la soupçonner. C'est une remarque qui vaut pour l'amour, mais qui vaut pour la société, je crois. Et ça nous interpelle, parce qu'effectivement, aussi dans notre amour, dans l'amour que nous expérimentons, les uns et les autres, si on ne fait pas confiance à la différence, comment voulez-vous qu'on le fasse dans notre société, quand on sort de l'espace réservé à l'amour? Évidemment que si on ne fait pas confiance à la différence dans l'amour, on ne la fait pas davantage dans la société. Il me semblerait que l'amour est menacé aussi pour ces raisons-là. J'y ajouterais cette menace, mais que Badiou donne ici finalement, c'est que nous avons difficulté avec la différence, avec l'étrange, avec l'étranger, avec ce qui n'est pas nous en fait. Et nous soupçonnons ce qui n'est pas nous. C'est pas facile d'aimer dans ce cas. Et vous voyez qu'il y a, dans le fond, pour rejoindre un peu la partie politique, quelque chose qui serait de l'ordre de l'amour.
peut-être on va appeler ça de l'amour social, et qui est une expérimentation à plusieurs d'un destin et d'un monde. Et puis il y a une deuxième chose, et je l'ai noté là, telle qu'elle aussi, il dit voilà, quand on dit je t'aime, on dit il y a dans le monde la source que tu es pour mon existence. Il y a dans le monde la source que tu es pour mon existence. Et dans l'eau de cette source, il y a ta joie, puis la mienne. Bon, je ne vais pas en dire plus en fait que cette phrase-là. Lisez cela, lisez ce livre. Lisez ce livre. Peut-être que aimer, c'est être aussi conscient de tout ça. Aimer, c'est probablement mettre au centre de sa vie rien d'autre que ça. Et puis, peut-être qu'aimer, c'est aussi un début de construction sociale qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Voilà. Ben, écoutez, on se retrouvera un prochain mois, peut-être plus court, je ne sais pas. En tous les cas, une prochaine fois, pour un prochain livre. Merci beaucoup, ça a été long, je suis désolé, mais ce livre m'a passionné, j'espère qu'il vous passionnera quand vous le lirez, j'espère que je vous ai donné, pour le coup j'avais envie là, que vous soyez enclin, que vous ayez le désir de le lire. À bientôt, au revoir.